Jake Morrison franchit la porte coulissante de la salle de classe 47B et sentit toutes les conversations s'arrêter net. Le silence était épais, lourd, comme d'entrer dans une bibliothèque plongée dans les révisions finales sur Terre. Mais ce n'était pas la Terre, ni une bibliothèque. C'était Kepler Prime, le foyer de l'université la plus célèbre de la galaxie. Et Jake était le seul humain dans une pièce pleine d'aliens qui le regardaient comme s'il allait les dévorer à tout moment. La salle de classe était différente de tout ce que Jake avait vu auparavant. Le plafond s'élevait en forme de dôme, peint de couleurs tourbillonnantes qui semblaient vivre leur propre vie. Le long des murs, des sections distinctes étaient prévues pour différents types d'étudiants. Certaines zones contenaient d'épaisses bulles de verre emplies de gaz orange. D'autres, de modestes bassins de liquide violet. Quelques endroits abritaient ce qui ressemblait à des jardinières géantes remplies de terre noire et riche. La section de Jake était simple en comparaison. De banales chaises et de simples bureaux, le genre qu'il aurait pu trouver chez lui. L'air autour de sa zone sentait également normal, pas comme le doux parfum floral émanant de la section des étudiants plantes ou la pointe métallique provenant de l'endroit où se trouvaient les étudiants robots. Il choisit un siège au milieu de la rangée et déposa son sac à dos. La sacoche fit un bruit sourd sur le sol, et ce petit son fit inexplicablement sursauter plusieurs étudiants. Une créature ressemblant à une fleur ambulante tourna tous ses pétales vers lui, puis détourna vivement le regard. Près des bulles remplies de gaz, quelque chose qui semblait fait de cristal vivant commença à luire plus intensément, ce que Jake interpréta comme un signe de nervosité. « Bonjour la classe !» fit une voix qui ressemblait à un mélange de carillon éolien et d'ordinateur. Jake leva les yeux et vit le professeur Vexar glisser dans la pièce. Le professeur était grand et mince, fait de ce qui ressemblait à du verre vivant, qui changeait de couleur à chacun de ses mouvements. Où un humain aurait un visage, le professeur Vexar avait un amas de petites lumières qui pulsaient quand il parlait. « Je suis le professeur Vexar, et voici Xénobiologie 101. Pour ceux qui découvrent le sujet, la xénobiologie est l'étude des formes de vie d'autres mondes et de leurs interactions. » Les lumières du professeur vacillèrent, esquissant ce qui aurait pu être un sourire. « Nous avons une classe très diversifiée ce semestre, ce qui rendra nos études d'autant plus intéressantes. » Jake remarqua que la voix du professeur montait un peu plus haut lorsqu'il prononça « diversifié ». Tout le monde savait que c'était un euphémisme pour « il y a un humain dans la classe » et tout le monde a peur. Un étudiant, près de l'avant, leva ce qui ressemblait à un tentacule. Il était vert et visqueux, avec de petits yeux à son extrémité. « Professeur, est-il sûr d'avoir un habitant de monde mortel en classe avec nous ?» Jake soupira discrètement. Il avait entendu ce mot si souvent depuis son arrivée à l'université. Habitant de monde mortel. C'était ainsi que les autres espèces appelaient les humains, et quiconque venait de ce qu'elles considéraient comme des planètes dangereuses. La Terre, avec ses climats extrêmes, ses animaux violents et ses maladies mortelles, figurait en tête de leur liste de mondes qu'ils ne souhaitaient jamais visiter. « Excellente question, Glix », répondit le professeur Vexar à l'étudiant tentaculaire. « Cela nous amène à notre première leçon sur les relations de prédateurs et de proies dans la nature. Beaucoup d'entre vous viennent de ce que nous appelons des mondes jardins, des planètes où la vie est paisible et où la coopération est le principal mode de survie des espèces. » Le professeur se déplaça vers le centre de la pièce où une grande plateforme circulaire était intégrée au sol. Sur les mondes jardins, la plupart des créatures sont herbivores, se nourrissant de plantes, ou elles se nourrissent par filtration, absorbant des nutriments de l'eau ou de l'air. Les conflits sont rares, car il y a généralement assez de nourriture pour tout le monde. Jake regarda autour de lui et vit ses camarades acquiescer. L'étudiante Fleur, qui, pensait-il, pouvait s'appeler Rose d'après son badge, se balança doucement en signe d'accord. Près des bassins, un étudiant qui ressemblait à une méduse dotée de bras flottait de haut en bas. « Mais certains mondes sont différents, » poursuivit le professeur. « Sur ces mondes, la vie est plus compétitive. Les ressources sont limitées, le climat est rude, et les créatures doivent se battre pour survivre. Nous appelons ces mondes des mondes mortels, non pas parce qu'ils sont maléfiques,
mais parce qu'ils façonnent des types de formes de vie très différents. Tous les regards se tournèrent à nouveau vers Jake. Il tenta de paraître amical et inoffensif, mais il n'était pas sûr que cela fonctionne. Chez lui, sa mère disait toujours qu'il avait des yeux doux, mais apparemment, cela ne se traduisait pas bien auprès des espèces extraterrestres. Les humains, déclara le professeur Vexar, ont évolué sur ce qui est peut-être le monde le plus compétitif que nous ayons étudié. La Terre connaît des températures extrêmes, des climats violents, des plantes toxiques et des prédateurs qui terroriseraient la plupart des espèces civilisées. Pour y survivre, les humains ont développé des traits très spécifiques. Jake se dandina sur son siège. Il savait ce qui allait suivre. Les humains sont des chasseurs d'endurance. Ils peuvent poursuivre une proie pendant des heures sans s'arrêter. Ils ont une excellente vue pour le pistage, des muscles puissants pour le combat, et surtout, ils sont capables de résoudre des problèmes. Face à une menace, au lieu de fuir ou de se cacher comme la plupart des proies, les humains réfléchissent à des moyens d'éliminer la menace. Un étudiant, vers l'arrière, fit un bruit comme une bouilloire sifflante. Jake pensa que c'était peut-être la façon qu'avait son espèce de manifester la peur. Cependant, poursuivit le professeur, et Jake entendit le soulagement dans la respiration de certains de ses camarades de classe. Les humains ont également développé de forts liens sociaux. Ils protègent les membres de leur groupe, même au prix de grands sacrifices personnels. Cela en fait d'excellents alliés, même s'ils sont des adversaires redoutables. Rose, l'étudiante fleur, se tourna légèrement vers Jake. Sa voix était douce et musicale quand elle parla. « Est-il vrai que les humains peuvent manger presque n'importe quoi ?» Jake acquiesça. « À peu près. Nous avons évolué pour être omnivores parce que nous ne savions jamais quelle nourriture serait disponible. Si les plantes étaient rares, nous pouvions chasser. Si les animaux étaient rares, nous pouvions cueillir des fruits et des légumes. Nous pouvons même manger des choses qui sont toxiques pour la plupart des autres espèces. » Un frisson collectif parcourut la salle. « Mais je mange surtout des pizzas et des sandwichs, » ajouta Jake, essayant de détendre l'atmosphère. « Tout comme vous avez probablement aussi des aliments préférés. » Une partie de la tension sembla se dissiper. Un étudiant qui ressemblait à un papillon géant agita ses ailes en ce qui aurait pu être un rire. Les lumières du professeur Vexar pulsèrent de manière approbatrice. « Excellent point, Jake. Cela nous amène à notre leçon pratique du jour. Comprendre les relations prédateur-proie ne relève pas seulement de la théorie. Aujourd'hui, nous allons observer un véritable prédateur dans un environnement contrôlé. » Le professeur se dirigea vers un panneau de contrôle près de la plateforme. « Je veux que chacun observe non seulement le prédateur, mais aussi ses propres réactions. Comment votre corps réagit-il à la présence d'un chasseur? Quels instincts s'activent? Cela vous aidera à comprendre les bases biologiques des relations interespèces. » Jake remarqua que plusieurs étudiants reculèrent leurs chaises de la plateforme. Les pétales de rose commencèrent à se recroqueviller, ce qui, il le devina, était la réaction défensive de son espèce. L'étudiant méduse s'enfonça plus profondément dans son bassin. « Ne vous inquiétez pas, » les assura le professeur Vexar. « La créature sera contenue dans un champ de force. Vous êtes parfaitement en sécurité. » Les lumières du professeur vacillèrent tandis qu'il commençait à entrer des commandes dans le panneau de contrôle. Le sujet d'aujourd'hui est un tracker 4 terres, un prédateur de niveau intermédiaire des mondes sauvages. Il chasse des créatures de taille et de biologie similaires à beaucoup d'entre vous, donc votre réaction devrait être assez forte. Jake sortit son carnet et son stylo, prêt à prendre des notes. Autour de lui, ses camarades de classe activaient des boucliers personnels, se déplaçaient vers les bords de la pièce, ou, dans le cas d'un étudiant qui ressemblait à un petit arbre, s'enracinait littéralement dans le sol. La plateforme au centre de la pièce commença à luire, et Jake entendit un bourdonnement à l'activation du champ de confinement. Quoi qu'il s'apprête à apparaître, ses camarades en étaient déjà terrifiés. Jake fut curieux de voir ce qui causait une telle agitation. De retour sur Terre, son cours de biologie au lycée avait impliqué des dissections de grenouilles. Quelque chose lui disait que cela allait être beaucoup plus intéressant. L'air de la salle de classe changea dès l'apparition de la créature. Jake le ressentit comme un changement de pression. La même lourdeur atmosphérique perceptible
avant un orage chez lui. Mais tandis que Jake se contenta de lever les yeux de son carnet avec intérêt, la réaction de ses camarades fut immédiate et spectaculaire. Le tracker Keter se matérialisa à l'intérieur du champ de confinement lumineux, comme surgi d'un cauchemar. Il mesurait environ 1,2 mètres au garrot, avec un corps élancé et musclé, couvert d'écailles sombres qui semblaient absorber la lumière. Sa tête était allongée, pleine de rangées de dents acérées comme des aiguilles, d'où coulait une salive qui sifflait en touchant le sol de la plateforme. 6 pattes se terminaient par des griffes qui semblaient capables de découper l'acier, et ses yeux étaient d'un noir opaque, scrutant la pièce avec une intelligence prédatrice. Rose, l'étudiante fleur, laissa échapper un son comme le vent dans des feuilles mourantes et se flétrit aussitôt. Ses pétales éclatants se refermèrent vers l'intérieur, et tout son corps sembla rétrécir vers sa jardinière. Le parfum doux qui l'entourait habituellement devint amer et âpre, ce que Jake devinait être l'équivalent de la sueur froide pour son espèce. Près des bassins, l'étudiant méduse nommé Teed émit un gargouillis et s'enfonça complètement sous l'eau, ne laissant que quelques tentacules visibles à la surface. Les étudiants respirant le gaz dans leurs bulles protectrices commencèrent à afficher des couleurs rapides, des rouges et des oranges, qui signifiaient probablement la panique dans leur langage. Alex, l'étudiant insectoïde des colonies Chitauri, commença à libérer des phéromones si intensément que Jake pouvait les sentir. L'odeur était piquante et acide, comme du caoutchouc brûlé mélangé à des œufs pourris. Le corps entier d'Alex tremblait, et ses yeux composés étaient fixés sur les sorties. « Fascinant !» dit le professeur Vexar, semblant indifférent au chaos parmi les étudiants. Remarquez comment chaque espèce affiche ses réactions de peur évoluées. L'étudiant Altan a activé un flétrissement défensif. Le membre collectif aquatique a cherché la sécurité des profondeurs. Le Chitauri libère des phéromones de détresse pour avertir les autres du danger. Jake examina l'environnement. Il était le seul, constata-t-il, à conserver une position normale. Tous les autres élèves s'étaient soit réfugiés contre les murs, soit avaient activé leur bouclier de défense personnelle. 3 au fond de la salle s'étaient même évanouis et gisaient inconscients au sol. Le Cattera, ou tracker, arpentait son champ de confinement en testant les limites. Chaque fois qu'il heurtait la barrière énergétique, de petites étincelles électriques crépitaient sur ses écailles, mais cela ne semblait pas le gêner. Ses yeux noirs scrutaient sans cesse l'espace, répertoriant chaque élève comme les plats d'un menu. Le professeur Vexar poursuivait sa leçon, comme si la moitié de la classe n'était pas en proie à divers degrés de panique. Le Cattera, ce tracker, est un prédateur embusqué originaire des mondes forestiers, de la bordure extérieure. Il chasse généralement en groupe de 3 à 5 individus, utilisant la coordination et l'intelligence pour abattre des proies de taille bien supérieure à la leur. La tête de la créature se tourna brusquement vers Jake, et pendant un instant, prédateur et humain établirent un contact visuel. Un frisson parcourut l'échine de Jake, non pas de la peur, mais une forme de reconnaissance. C'était un prédateur sérieux, le genre d'animal capable de le tuer si l'occasion se présentait. Pourtant, au lieu de détourner le regard ou de céder à la panique, Jake soutint son regard avec assurance et continua de prendre des notes. Le tracker parut déconcerté par cette réaction. La plupart des proies fuyaient immédiatement ou se figuaient d'effroi lorsqu'il les regardait directement. Mais cette étrange créature bipède le fixait avec un calme intérêt, baissant parfois les yeux pour écrire, puis reportant son attention sur le prédateur, comme s'il regardait un documentaire captivant. « Observez les comportements de chasse », fit le professeur. Le tracker évalue les proies potentielles, cherchant des signes de faiblesse, de blessure ou de peur. Il privilégie les cibles déjà sous stress. Comme pour illustrer ses propos, la créature se tourna vers Rose, toujours recroquevillée et tremblante. Elle se pressa contre le champ de confinement dans sa direction, et la jeune fille émit à nouveau ce son de vent mourant, se levant de plus belle. « La salive acide que vous voyez couler de sa gueule a 2 fonctions, expliqua le professeur Vexar. Premièrement, elle commence à décomposer la proie avant la consommation,
facilitant ainsi la digestion. Deuxièmement, le sifflement qu'elle produit en frappant le sol est une forme de guerre psychologique, augmentant la peur des victimes potentielles. Plusieurs élèves pleuraient désormais ouvertement, leurs larmes, propres à chaque espèce, créant de petites flaques ou des brumes colorées dans la pièce. Alex émettait des clics rapides, un langage de détresse que Jake identifiait, sans doute un appel à l'aide qui resterait sans réponse. La créature se déplaçait avec une grâce fluide à l'intérieur de sa prison, ses muscles ondulant sous ses écailles sombres. Jake se surprit à admirer son efficacité de conception. Tout chez le tracker était taillé pour l'élimination, de l'agencement de ses articulations, propice à une vitesse explosive, à l'emplacement de ses yeux, pour une perception maximale de la profondeur, en passant par la longueur de ses griffes, pour un impact optimal. Dans la nature, poursuivit le professeur, un seul tracker peut défaire une proie 10 fois sa taille si la victime panique et prend de mauvaises décisions. Cependant, face à une résistance organisée ou à une créature qui ne déclenche pas ses instincts de chasse, le tracker devient beaucoup moins efficace. Jake nota cela, le soulignant 2 fois. Il trouvait intéressant que tant de prédateurs reposent autant sur la peur que sur leurs avantages physiques. Sur Terre, les ours agissaient de manière similaire, massifs et dangereux. Ils reculaient généralement si l'on tenait bon et se faisaient paraître plus grands, au lieu de fuir. Le tracker devenait de plus en plus agité en observant l'assemblée. La plupart des élèves affichaient un comportement de proie parfait, effrayé, dispersé et concentré sur la fuite plutôt que sur la défense. Mais un élève, lui, restait assis, prenant des notes, apparemment insensible à sa présence. Cela dépassait l'expérience de la créature. Soudain, des lumières clignotantes d'alerte s'allumèrent dans la pièce. Le corps cristallin du professeur Vexar scintilla rapidement de plusieurs couleurs, ce que Jake interpréta comme de l'inquiétude. « Étudiants, veuillez rester calme », annonça le professeur, mais une tension était perceptible dans sa voix de carillon. « Nous rencontrons des difficultés techniques avec le système de confinement. » Jake leva les yeux de ses notes pour constater que le champ énergétique autour du tracker vacillait. La lumière bleue constante pulsait irrégulièrement, et de petites brèches apparaissaient et disparaissaient dans la barrière. La créature le remarqua également. Elle cessa de patrouiller et commença à tester méthodiquement le point faible, se pressant contre les zones où le champ semblait moins stable. Ses mouvements devinrent plus délibérés, moins ceux d'un animal en cage, et plus ceux d'un artiste de l'évasion travaillant sur une serrure. Le professeur interpella un élève qui ressemblait à une formation cristalline ambulante. Le champ de confinement est en train de céder. D'autres lumières d'alerte s'activèrent, et une voix automatisée commença à parler en plusieurs langues. Jake ne comprit pas la plupart d'entre elles, mais il saisit le sens général. Protocole d'urgence activé, procédure d'évacuation en cours. Le tracker pressa plus fort contre un point faible de la barrière, et cette fois, le champ énergétique ne résista pas. Sa griffe pénétra la barrière pendant une fraction de seconde avant que le champ ne se rétablisse, mais c'était suffisant. La créature avait découvert sa faiblesse. Rose laissa échapper un gémissement aigu de terreur. La libération de phéromones d'Alex s'intensifia jusqu'à ce que le système de filtration d'air travaille à plein régime pour dissiper l'odeur. Plusieurs autres élèves s'évanouirent, et ceux qui étaient conscients commencèrent à se presser contre les portes de sortie, mais les portes ne s'ouvraient pas. « Confinement d'urgence activé », annonça la voix automatisée. « Toutes les sorties sont scellées jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. » Le professeur Vexar travaillait frénétiquement au panneau de contrôle, les lumières clignotant si rapidement qu'elles ressemblaient presque à des stroboscopes. « Étudiants, veuillez vous diriger vers les abris d'urgence à l'arrière de la salle de classe. Le confinement est une mesure de sécurité. » Les abris d'urgence se révélèrent être de petites alcôves dotées de blindages supplémentaires, conçus pour protéger les élèves de ce genre de situation. Mais il n'y en avait pas assez pour toute la classe. Et dans la panique, les élèves les plus forts bousculèrent les plus faibles. Jake observa ce chaos avec une inquiétude croissante. Non pas pour lui-même, il était raisonnablement confiant de pouvoir gérer un prédateur de taille moyenne si nécessaire. Mais ses camarades étaient terrifiés, désorganisés, et commençaient à se blesser mutuellement dans leur désespoir
d'atteindre la sécurité. Le tracker trouva un autre point faible dans le champ de confinement et appuya ses 2 griffes avant contre celui-ci. Cette fois, la barrière tint quelques secondes avant de s'effondrer complètement. La créature était libre. Pendant un instant, tout fut parfaitement immobile. Le tracker se tenait sur la plateforme, n'étant plus confiné, scannant la pièce pleine d'animaux terrifiés. Les élèves étaient figés par l'horreur, comprenant enfin que leur pire crainte était sur le point de se réaliser. Puis, la créature bougea et le chaos éclata. Le tracker bondit de la plateforme vers le groupe le plus dense d'élèves. Sa cible était claire, Rose, Lalanne, qui était trop effrayée pour bouger et trop lourde pour être poussée hors de son chemin par ses camarades. Jake Morrison se leva. L'éclairage d'urgence projetait d'étranges ombres dans la salle de classe, tandis que le catter, le tracker, se recroquevillait sur la plateforme, libéré de son confinement. Jake pouvait voir les muscles de la créature se bomber sous ses écailles sombres alors qu'elle s'apprêtait à bondir. Autour de lui, ses camarades étaient pris au piège entre leur terreur du prédateur et les portes de secours scellées qui refusèrent de s'ouvrir. Rose était directement dans la ligne de mire de la créature. Ses pétales vifs faisaient d'elle une cible évidente contre les couleurs neutres des murs de la salle de classe. Elle était devenue totalement figée par la peur, sa réaction défensive naturelle, aggravant en fait sa situation, l'empêchant de se mettre en sécurité. « La tempête solaire interfère avec tous nos systèmes », annonça le professeur Vexar, travaillant frénétiquement au panneau de contrôle. Le corps cristallin du professeur clignotait rapidement de différentes couleurs, ce qui, Jake l'avait appris, signifiait généralement un stress intense chez cette espèce. Je ne peux ni rétablir le confinement, ni ouvrir les sorties d'urgence tant que l'interférence électromagnétique ne diminue pas. Le tracker fit un pas lent en avant, puis un autre. Il était prudent maintenant, calculateur. Jake reconnut le comportement des documentaires animaliers sur les félins de la Terre. La créature sélectionnait sa cible, planifiait son itinéraire d'attaque, s'assurant de ne pas manquer son coup au moment de passer à l'action. Alex, l'élève Chitaori, cliquetait frénétiquement dans sa propre langue, tout en reculant vers le mur du fond. Sa libération de phéromones avait atteint un point tel où même Jake sentait ses yeux commencer à larmoyer à cause des signaux de détresse chimique emplissant l'air. Près des bassins, Tide avait fait surface juste assez pour observer ce qui se passait. Mais Jake pouvait voir que l'élève en forme de méduse se préparait à plonger profondément et à rester sous l'eau jusqu'à ce que le danger disparaisse. C'était probablement intelligent pour Tide, mais cela n'aiderait personne d'autre. L'élève de cristal nommé Prisme brillait si intensément de peur que de petits arcs-en-ciel dansaient sur les murs de la salle de classe. Plusieurs des plus petits élèves avaient formé un groupe à l'arrière, se serrant les uns contre les autres, ce qui pouvait procurer un réconfort émotionnel, mais en faisait une cible plus grande pour un chasseur de meute comme le tracker. « Étudiants, veuillez rester calmes », dit le professeur Vexar. Mais Jake pouvait entendre l'incertitude dans la voix de carillon du professeur. « L'aide est en route. La sécurité du campus a été avertie. » Jake doutait que l'aide arrive à temps. La créature avait terminé son évaluation et commençait son approche de chasse. Elle se déplaçait avec un silence liquide sur le sol de la salle de classe, posant chaque patte griffue avec précaution pour éviter de faire du bruit qui pourrait alerter sa proie du moment exact de l'attaque. Le tracker n'était plus qu'à environ 4,5 mètres de Rose, qui n'avait toujours pas bougé de sa place. Jake percevait le ruissellement des larmes sur sa peau écorcée, accompagné de petits gémissements qui évoquaient le murmure du vent dans les feuilles d'automne. C'est à cet instant que la créature a pris sa décision et s'est projetée en avant. La bête s'est déplacée plus vite que Jake ne l'avait anticipé, franchissant la distance la séparant de Rose en 2 bonds puissants. Ses griffes se sont déployées, sa gueule s'est ouverte, révélant des dents acérées comme des aiguilles, et sa salive acide a laissé une traînée sifflante dans l'air. Jake n'a pas réfléchi, il a réagi. Il s'est jeté sur le côté de sa chaise, roulant sur le sol et se relevant directement entre la bête et Rose. La créature, déjà lancée dans son assaut, n'a pu changer de direction en plein saut et a percuté Jake au lieu de sa cible initialement visée. L'impact a projeté Jake en arrière,
droit dans la station environnementale de Rose, dispersant terreaux et nutriments végétaux. Le tracker a atterri lourdement sur le sol de la salle de classe, étourdi un instant par cette collision inattendue avec un élément qui n'aurait pas dû se trouver là. Jake s'est relevé d'un bond, se plaçant fermement entre le prédateur et l'étudiante végétale terrifiée. Son cœur battait la chamade, non par peur, mais sous l'effet de l'adrénaline. Il s'agissait d'un véritable combat, non d'une simple démonstration en classe, et chaque instinct que son espèce avait développé au fil de millions d'années s'est soudainement éveillé. La créature s'est rapidement remise et a tourné ses yeux noirs vers cette nouvelle menace. Jake a pu distinguer la confusion dans son regard. Ce n'était pas le comportement attendu d'une proie. Les proies fuyaient ou se figeaient de terreur. Elles ne s'interposaient pas entre les prédateurs et des cibles plus accessibles. « Jake, bouge !» s'est écrié le professeur Vexar. « Tu ne peux pas combattre cette créature. Elle te tuera. » Mais Jake adoptait déjà une position de combat que son coach de lutte au lycée lui avait enseignée. Une posture adaptée pour affronter des adversaires à 4 pattes plutôt qu'à 2. Il maintenait son centre de gravité bas, les bras écartés pour paraître plus imposant, et ses yeux fixés sur le centre de masse de la créature, négligeant son regard hypnotique. La bête a tourné autour de Jake par la gauche, cherchant une ouverture. Jake a pivoté avec elle, se maintenant entre la créature et Rose, qui pleurait désormais ouvertement, tentant de se recroqueviller davantage dans son pot. Autour de la salle, les autres camarades de Jake étaient pressés contre les murs, observant avec horreur leurs camarades originaires d'une Death World affronter une créature capable de tuer la moitié d'entre eux. Certains enregistrèrent la scène avec leurs appareils, pensant sans doute assister à la mort de Jake et voulant en documenter les circonstances. La créature a feint un mouvement à gauche, puis a bondi à droite, tentant de contourner Jake pour atteindre la cible plus facile. Mais Jake avait joué au football au lycée et savait décrypter les feintes et réagir aux attaques réelles. Il a esquivé l'assaut et a violemment abaissé son coude sur le cou de la créature au moment où elle passait. Le coup n'était pas suffisant pour blesser gravement le tracker, mais il a suffi à attirer son attention. La bête a tourné sur elle-même avec un bruit de métal déchiré et s'est entièrement concentrée sur Jake. Ses yeux noirs n'étaient plus calculateurs et froids. Désormais, ils étaient emplis de colère. « C'est ça !» a dit Jake doucement, reprenant sa position défensive. « La menace, c'est moi maintenant. Oublie tous les autres. » La créature a émis un nouveau son, un mélange de grognements et de sifflements. La salive acide s'écoulait plus abondamment de sa gueule, et Jake a pu voir de petites brûlures apparaître sur le sol où les gouttes tombaient. Cette fois, la créature n'a pas cherché la stratégie ou la feinte. Elle a simplement chargé directement sur Jake avec toute la vitesse et la fureur dont elle était capable, griffes déployées et dents découvertes. Jake a attendu le dernier moment possible, puis s'est baissé et a roulé sur sa droite. L'élan de la créature l'a porté au-delà de lui. Et Jake s'est relevé derrière la bête, l'attrapant par le cou dans un mouvement qui aurait été qualifié de prise d'étranglement si son adversaire avait été humain. Mais le tracker n'était pas humain, et son cou était protégé par des écailles épaisses et des muscles puissants. La prise de Jake a glissé, et la créature a tourné sur elle-même, lacérant son bras gauche avec ses griffes avant qu'il ne puisse se dégager. Jake a ressenti la douleur brûlante alors que les griffes transperçaient sa veste et sa peau, mais il n'a pas laissé cela le ralentir. La douleur n'était qu'une information, son instructeur de survie l'avait toujours dit. Elle te dit que tu es blessé, mais elle ne te dit pas d'arrêter de te battre. La créature a intensifié son attaque, tailladant Jake des 2 griffes, avant tout en tentant de le mordre avec ses dents acérées. Jake a reculé, esquivant et virevoltant, utilisant sa portée et sa mobilité supérieure pour rester juste hors de portée des pires attaques. Mais il combattait une créature conçue par l'évolution pour tuer, et elle apprenait ses schémas. La fois suivante où Jake a essayé d'esquiver à gauche, la créature a anticipé le mouvement et l'a frappé à la poitrine avec ses griffes, déchirant sa chemise et laissant 3 coupures parallèles sur ses côtes. Jake a trébuché en arrière, sa vision légèrement floue par la douleur et la perte de sang. La créature a senti la faiblesse et s'est avancée,
prête à achever ce qu'elle avait commencé. C'est alors que Jake a cessé de reculer et a fait quelque chose qui a choqué tout le monde dans la salle de classe, y compris la créature elle-même. Il a rugi. Non pas un cri ou une clameur, mais un son primal profond qui venait de quelque part dans sa poitrine, où des millions d'années d'évolution humaine avaient stocké le souvenir de ce que signifiait être un prédateur alpha. C'était le son que ses ancêtres avaient produit lorsqu'ils affrontèrent des ours, des cavernes et des tigres à dents de sabre. Le son qui disait « Je ne suis pas une proie ». La bête a fait un pas en arrière, confuse et incertaine pour la première fois depuis qu'elle avait été libérée de son confinement. D'après son expérience, les proies émettaient des sons de peur et de douleur. Elles ne produisaient pas des sons de défi et de dominance. Jake a avancé sur la créature, rugissant toujours, les bras écartés et la posture agressive. Le sang coulait de son bras et de sa poitrine, mais il avançait comme si les blessures importaient peu, comme si la douleur n'était qu'une autre arme de son arsenal. La bête a tenté de tenir bon, mais quelque chose dans son cerveau primitif envoyait des signaux d'alerte qu'elle n'avait jamais ressentis. Ce n'était pas un comportement de proie, c'était le comportement de quelque chose d'encore plus dangereux qu'elle-même. Pour la première fois depuis la défaillance du champ de confinement, l'équilibre des pouvoirs dans la salle de classe a commencé à basculer. Le son émis par la poitrine de Jake ne ressemblait à rien de ce que ses camarades de classe avaient jamais entendu. Ce n'était ni le cri aigu d'une créature terrifiée, ni le gémissement désespéré d'une bête sur le point de mourir. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien et infiniment plus dangereux. C'était le son d'un prédateur acceptant un défi. Le tracker 4 terre a cessé tout mouvement, ses yeux noirs fixés sur Jake avec ce qui aurait pu être de la confusion ou les premiers signes de la peur. Dans toute son histoire évolutive, les proies ne produisaient pas de tels sons. Les proies n'avançaient pas lorsqu'elles étaient blessées. Les proies ne soutenaient pas le regard d'un prédateur avec un calme glacial et une intention évidente de nuire. Jake a fait un pas de plus. Le sang de ses blessures gouttait sur le sol de la salle de classe, mais ne le ralentissait pas. Sa respiration était contrôlée, ses mouvements délibérés. Chaque muscle de son corps était tendu et prêt, comme un ressort sous tension, attendant le bon moment pour se libérer. « Alors, viens », a dit Jake doucement, sa voix portant clairement dans le silence soudain de la salle de classe. « Finissons-en. » Ses camarades extraterrestres regardaient, sidérés. Rose avait cessé de pleurer et fixait Jake avec une sorte d'émerveillement dans ses grands yeux floraux. Alex avait mis fin à son cliquetis paniqué et restait immobile, à l'exception du mouvement rapide de ses yeux composés, suivant chaque détail de l'affrontement. Même le professeur Vexar avait cessé de travailler sur le panneau de commande et observait l'étudiant humain avec ce qui semblait être de la fascination. Le corps cristallin du professeur changeait de couleur que Jake n'avait jamais vue, traitant probablement des émotions qui n'existaient pas chez son espèce pacifique. Le tracker a recommencé à tourner. Mais cette fois, ses mouvements étaient différents. Là où auparavant il se déplaçait avec la confiance d'un prédateur alpha évaluant une proie, il se déplaçait maintenant comme quelque chose testant les limites d'une situation potentiellement dangereuse. Sa tête était plus basse, sa posture plus défensive. Jake a tourné avec la créature, maintenant un contact visuel, gardant son corps positionné pour protéger Rose et bloquer l'accès du tracker aux autres étudiants. Mais sa posture n'était plus purement défensive. Maintenant, il chassait le chasseur, cherchant une ouverture, attendant le bon moment pour frapper. La créature a tenté une autre feinte, partant sur la gauche comme pour contourner Jake, puis changeant rapidement de direction. Mais Jake avait observé les mouvements de ses muscles, lisant les signes subtils qui télégraphiaient les intentions de la créature. Il était déjà en mouvement pour intercepter avant que le tracker n'ait achevé sa feinte. Cette fois-ci, quand Jake a frappé, ce n'était pas le coup défensif désespéré de quelqu'un qui tente de survivre. C'était précis, calculé et d'une efficacité dévastatrice. Son poing a frappé la créature, juste derrière son épaule gauche, à un endroit où les études en xénobiologie de Jake lui avaient appris qu'un amas nerveux serait situé. Tout le côté gauche du tracker est devenu insensible et il a trébuché,
manquant de tomber avant de se rattraper. Jake n'a pas pressé l'avantage immédiatement. Au lieu de cela, il a reculé et a attendu, observant la réaction de la créature. Le message était clair. J'aurais pu en finir avec toi alors, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Ce qui se passe ensuite dépend de toi. Pour la première fois depuis qu'il avait été libéré de son confinement, le tracker commençait à comprendre qu'il n'était peut-être pas la chose la plus dangereuse de la pièce. Jake manifestait une motricité altérée, d'un pied sur l'autre, selon un schéma à première vue désordonné. Il s'agissait en fait d'un pas de combat, une technique apprise lors de ses cours de défense obligatoires sur Terre. Tous les enfants humains acquéraient des compétences martiales élémentaires, non parce que la Terre était un monde violent, mais parce que, par moments, la violence s'avérait l'unique recours pour survivre. Le rôdeur tentait d'imiter les mouvements de Jake, mais peinait visiblement à comprendre la situation. Son instinct évolutif l'avait programmé pour traquer des proies apeurées, qui fuyaient ou s'immobilisaient. Il n'avait aucune expérience de proie qui ripostait de manière méthodique, avec intelligence et préméditation à chaque geste. Soudain, Jake changea de direction et avança directement vers la créature. Il écarta les bras pour paraître plus imposant. Le rôdeur recula, manifestement déconcerté par une telle agressivité de la part de ce qu'il considérait encore comme un repas potentiel. « C'est ça », dit Jake d'une voix calme et maîtrisée malgré l'adrénaline qui déferlait en lui. « Recule, tu n'es plus le prédateur dominant ici. » La créature grogna et tenta une nouvelle attaque lacérante avec ses griffes, mais cette fois-ci, elle adoptait une posture défensive plutôt qu'agressive. Jake saisit la patte avant de la créature à deux mains et, utilisant son propre élan, la projeta de côté contre l'un des bureaux vides. Le bureau se brisa sous l'impact, projetant des éclats de matière synthétique à travers la pièce. Le rôdeur roula et se remit sur ses pattes. Mais Jake remarqua qu'il favorisait son côté droit. Plus important encore, il distinguait à présent une nouveauté dans ses yeux noirs, le doute. Jake pressa son avantage, avançant à pas mesurés et délibérés. Il n'y eut ni hâte, ni charge. Il progressa comme quelqu'un qui maîtrisait parfaitement la situation et ne doutait pas de l'issue. Le rôdeur céda du terrain, reculant vers la plateforme d'où il était apparu. Ses mouvements devenaient plus erratiques, moins contrôlés. Il perdait la bataille psychologique autant que physique. « Jake » murmura Rose derrière lui, la voix emplie d'étonnement. « Comment fais-tu cela ?» Jake ne quitta pas la créature des yeux, mais répondit à sa question. « Sur Terre, nous ne sommes pas des proies. Il y a sur mon monde des choses plus grandes, plus rapides et bien plus dangereuses que celles-ci. Si nous voulons survivre, nous devons être prêts à nous battre. » Le rôdeur tenta une dernière attaque désespérée, se ruant sur Jake avec toute la force qui lui restait. Mais Jake y était maintenant préparé. Il s'écarta au dernier moment et abattit ses deux mains sur le dos de la créature, juste entre ses omoplates. Le coup projeta le rôdeur au sol, où il gisait étourdi, respirant lourdement. Jake se tint au-dessus de lui, prêt à frapper de nouveau si nécessaire, mais la créature avait manifestement eu sa dose. Lentement, le rôdeur se retourna et exposa sa gorge et son ventre, un geste de soumission universelle chez les espèces prédatrices. Il avait accepté que Jake fût le prédateur dominant dans la pièce. Jake acquiesça une fois, reconnaissant la soumission, puis recula pour laisser à la créature de l'espace. Il se tourna vers ses camarades de classe, qui le fixaient avec des expressions allant de l'admiration à la terreur, en passant par la confusion. « Tout le monde va bien ?» demanda Jake, essuyant du sang de son bras avec sa chemise déchirée. La question sembla briser le sortilège qui s'était abattu sur la classe. Les élèves recommencèrent à bouger, parlant à voix basse, se souciant les uns des autres. Rose tendit une de ses appendices en forme de vigne vers Jake, ce qu'il reconnut comme le geste de gratitude de son espèce. Le professeur Vexar s'approcha prudemment, laissant une large distance entre lui, Jake et le rôdeur désormais soumis. « Jake, c'était remarquable. Comment saviez-vous identifier ces points névralgiques? Comment saviez-vous qu'il réagirait aux signaux de dominance ?» Jake haussa les épaules,
regrettant immédiatement le mouvement qui tira sur ses blessures. La biologie élémentaire. La plupart des prédateurs sont aussi des animaux sociaux, avec des hiérarchies de dominance. Si on peut les convaincre qu'on est plus haut dans la chaîne alimentaire, ils reculeront généralement plutôt que de risquer une blessure en combattant quelque chose de plus dangereux qu'eux. « Mais comment saviez-vous que vous étiez plus dangereux ?» demanda Alex, son traducteur transformant ses cliquetis en mots. Il avait des griffes, de l'acide, de la vitesse, tout ce dont un chasseur parfait a besoin. Jake regarda l'élève Chitaori, puis le reste de ses camarades de classe qui écoutaient attentivement sa réponse. « Parce que j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, » dit Jake simplement. « J'avais le choix. Lui était programmé par l'évolution pour être un prédateur, mais moi, j'ai choisi de l'être. Quand on choisit de se battre, quand on décide que perdre n'est pas une option, ça donne un avantage. L'instinct ne peut pas égaler cela. » Le rôdeur, toujours au sol en signe de soumission, émit un léger gémissement. Jake le regarda, puis se tourna vers le professeur Vexar. « Le système de confinement devrait bientôt fonctionner à nouveau, » dit Jake. « Quand ce sera le cas, ce type a besoin de soins médicaux. Je pense que j'ai pu lui meurtrir des organes internes avec ce dernier coup. » Les lumières du professeur Vexar vacillèrent, et Jake reconnut ce qu'il avait appris à être l'étonnement. « Vous vous souciez de la créature qui a essayé de vous tuer ?» Jake acquiesça. Il faisait juste ce qu'il a évolué pour faire. Ce n'est pas de sa faute. De plus, il a abandonné et s'est soumis quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas gagner. L'honneur doit être respecté même chez un ennemi. Autour de la pièce, les camarades de Jake le regardèrent avec une nouvelle compréhension. C'était ce que signifiait provenir d'un monde de mort. Non seulement la capacité de combattre et de survivre, mais la sagesse de savoir quand se battre, quand s'arrêter et quand faire preuve de miséricorde. L'humain n'était pas seulement un prédateur, il était quelque chose de bien plus complexe et de bien plus dangereux. Il était un prédateur avec une conscience. Le silence dans la salle n'était rompu que par le léger bourdonnement du système de recyclage d'air et le gémissement occasionnel du rôdeur vaincu. Jake se tenait au-dessus de la créature, le sang s'égouttant lentement de ses blessures sur le sol, tandis que ses camarades le fixaient avec des expressions qu'il apprenait encore à déchiffrer sur les visages extraterrestres. Le professeur Vexar fut le premier à bouger, la forme cristalline du professeur changeant de couleur que Jake n'avait jamais vue auparavant. Les lumières à l'intérieur du corps du professeur pulsaient, selon des schémas rapides et complexes qui suggéraient une pensée intense, ou peut-être un choc. « Jake », dit le professeur. Et Jake remarqua que la qualité tintinabulante de la voix du professeur avait changé, devenant en quelque sorte plus respectueuse. « Ce que vous venez de faire aurait dû être impossible. » Jake regarda le rôdeur, qui était toujours allongé dans une position soumise, mais le regardait avec ce qui aurait pu être de la curiosité plutôt que de la peur. Pourquoi impossible? Ce n'est que de la psychologie animale de base mélangée à un entraînement au combat, au corps à corps. Rien d'extravagant. Rose étendit l'une de ses branches florales vers Jake, s'arrêtant juste avant de toucher son bras blessé. « Puis-je demander comment vous avez appris à vous battre ainsi? Sur mon monde, nous n'avons jamais rien vu de tel. » Jake réfléchit à la question tout en examinant ses blessures. Les coupures étaient douloureuses, mais pas profondes, et elles avaient déjà cessé de saigner. La capacité de guérison de son corps était une autre chose que ses camarades trouveraient probablement dérangeante s'ils la connaissaient. « Sur Terre, chaque enfant apprend l'autodéfense de base, » expliqua Jake. « Non pas parce que nous sommes violents, mais parce que notre monde regorge de choses qui peuvent vous blesser si vous n'êtes pas préparé. Des ours, de grands félins, des serpents venimeux, parfois d'autres humains qui ne réfléchissent pas clairement. L'entraînement ne concerne pas vraiment le combat. Il s'agit de rester calme sous la pression et de prendre des décisions intelligentes quand quelque chose essaie de vous faire du mal. » Alex, l'élève Chitaori, cliqueta rapidement avant que son traducteur ne puisse le suivre. Quand ce fut le cas, ces mots sortirent précipitamment. « Mais comment avez-vous réussi à rester aussi calme? Les phéromones de cette créature auraient dû déclencher la panique chez tout être rationnel. Comment avez-vous maîtrisé votre réaction de peur? » Jake s'affala lourdement sur la chaise intacte la plus proche.
se sentant soudainement épuisé alors que l'adrénaline commençait à se dissiper. « J'avais peur, admit-il. Mais la peur n'est qu'une information, comme la douleur. Elle vous dit que quelque chose est dangereux, mais elle ne vous dit pas quoi faire à ce sujet. Vous devez toujours réfléchir et faire des choix. » Prisme, l'élève de cristal, brillait maintenant d'une lumière douce et constante, au lieu du clignotement paniqué d'avant. Dans mon monde, la peur signifie que vous devez fuir ou vous cacher. Nous n'avons pas de créatures qui nécessitent un combat. C'est parce que votre monde est un paradis, dit Jake avec un léger sourire. La Terre est belle aussi, mais elle n'est pas sûre. Si vous voulez y vivre, vous devez être prêt à vous défendre. Cela signifie apprendre à penser clairement quand vous avez peur, à agir de manière décisive quand vous êtes blessé, et à continuer à vous battre même lorsque les chances sont contre vous. Le professeur Vexar s'approcha davantage, mais Jake remarqua que le professeur laissait toujours une grande distance avec le rôdeur. « Jake, vous avez mentionné que cette créature serait considérée comme de niveau intermédiaire sur l'échelle de menaces terrestres. Que considéreriez-vous comme une sérieuse menace ?» Jake y réfléchit un instant. « Eh bien, un grizzly est environ 3 fois la taille de cette chose, et beaucoup plus fort. Un crocodile marin a une meilleure armure et une morsure qui peut broyer des os. Un tigre est plus rapide, plus intelligent et plus expérimenté dans la chasse de grandes proies. Et ce ne sont que les plus évidents. Nous avons de minuscules araignées qui peuvent vous tuer avec une seule morsure, des poissons qui peuvent vous électrocuter, des plantes qui peuvent vous empoisonner juste en les touchant. » La salle de classe était maintenant complètement silencieuse. Même le rôdeur semblait écouter la description décontractée de Jake des dangers de la Terre. « Mais les choses vraiment dangereuses, continua Jake, sont celles qui sont intelligentes. Les humains sont l'espèce la plus dangereuse sur Terre. Non pas parce que nous sommes les plus grands ou les plus forts, mais parce que nous pouvons nous sortir de presque toutes les situations grâce à notre intelligence. Nous pouvons travailler ensemble, fabriquer des outils, poser des pièges et planifier à l'avance. C'est pourquoi nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire. Les méduses, étudiant en phase tide, émergèrent dans le bassin et s'exprimèrent pour la première fois depuis le début de la crise. Le traducteur retranscrit les gargouillements en paroles. « Tous les humains sont-ils comme vous? Êtes-vous tous capables de ce genre de combat ?» Jake rit, puis le regretta aussitôt, le mouvement tirant sur ses blessures. « En fait, je ne suis pas très doué pour ça, comparé à d'autres. J'ai fait du sport à l'école et quelques cours d'arts martiaux, mais je ne suis qu'un étudiant en biologie. Si vous voulez vraiment voir des combats impressionnants, vous devriez rencontrer quelqu'un de l'armée ou des forces de l'ordre terrestre. Ils s'entraînent professionnellement pour ce genre de choses. » Les lumières du professeur Vexar palpitaient, ce que Jake commençait à reconnaître comme une profonde réflexion. « Jake, je dois vous poser une question importante. Quand l'agresseur était en liberté et menaçait vos camarades de classe, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Qu'est-ce qui vous a poussé à intervenir ?» Jake regarda autour de la pièce ses camarades de classe, Rose à l'apparence délicate et florale, Alex, avec ses yeux composés reflétant des motifs arc-en-ciel, Tide flottant paisiblement dans le bassin, Prisme luisant d'une douce lumière inoffensive. Ils étaient tous si différents des humains, mais ils étaient aussi manifestement des êtres intelligents, sensibles, et qui avaient été sincèrement terrifiés. « Je ne pouvais pas simplement le laisser les blesser, » dit Jake simplement. « Ce sont mes camarades de classe. » Sur Terre, nous avons un dicton. Le fort protège le faible. Cela ne signifie pas que les faibles sont inférieurs. Cela signifie simplement que si vous avez la capacité d'aider quelqu'un qui ne peut pas s'aider lui-même, vous avez la responsabilité de le faire, même au péril de vous-même. Le professeur Vexar demanda « Surtout au péril de vous-même ?» Jake répondit « C'est ce qui le rend significatif. N'importe qui peut aider quand c'est sûr et facile. Il faut du courage pour aider quand cela peut vous coûter quelque chose. » Les pétales de rose étaient maintenant entièrement ouverts, leur couleur vive remplissant sa section de la pièce d'une lumière chaleureuse. « Sur mon monde, nous avons un concept similaire à ce que vous décrivez,
mais nous ne l'avons jamais vu appliqué à d'autres espèces. Vous avez risqué votre vie pour des êtres que vous connaissez à peine et qui sont complètement différents de vous. C'est l'autre chose à propos des humains, dit Jake. Nous sommes très bons pour élargir notre définition de la famille. D'abord, ce n'étaient que nos proches de sang, puis nos tribus, ensuite nos nations. Et maintenant, nous considérons tous les humains comme une grande famille. Je suppose qu'en étant avec vous, il est facile d'étendre cela un peu plus loin. Alex cliquait avec enthousiasme. Alors, quand les humains disent « l'humanité d'abord », ils ne veulent pas dire que les humains sont supérieurs aux autres espèces? Eh bien, certains humains pensent de cette façon, admit Jake. Mais la plupart d'entre nous pensons que cela signifie que nous avons la responsabilité d'être meilleurs que ce que nos instincts nous disent d'être. Nous sommes des prédateurs, mais nous choisissons d'être des protecteurs quand nous le pouvons. L'agresseur émit un son doux et roula lentement sur le ventre, gardant cependant la tête basse dans un geste de soumission maintenue. Jake remarqua qu'il le regardait avec ce qui aurait pu être du respect plutôt que de la peur. Le professeur Vexar se dirigea vers le panneau de contrôle, qui affichait enfin des lumières vertes au lieu d'alertes rouges. Le système de confinement est de nouveau en ligne. Jake, ça vous dérangerait de reculer pendant que je sécurise notre invité? Jake se leva et s'éloigna de la créature, mais garda son attention sur elle. Alors que le champ d'énergie bleue se reformait autour de la plateforme, l'agresseur regarda directement Jake et émit un son complètement différent de ses grognements et sifflements précédents. C'était presque comme un ronronnement, bas et rythmé. « C'est remarquable, » dit le professeur Vexar, observant le comportement de la créature. « Elle semble vous montrer du respect, peut-être même de la gratitude. »« De la gratitude ?» demanda Rose. « Mais Jake l'a vaincu au combat. »« Exactement, » répondit le professeur. Jake a prouvé qu'il était le prédateur supérieur, mais il a ensuite fait preuve de clémence alors qu'il aurait pu l'achever. Dans la structure sociale des chasseurs de meute, ce genre de comportement désigne quelqu'un comme un leader digne d'être suivi. Jake regarda l'agresseur, qui était maintenant assis calmement dans son champ de confinement, n'essayant plus de s'échapper ou d'attaquer. Je pense qu'il comprend que je n'essayais pas de le tuer, juste de l'empêcher de blesser qui que ce soit. Il y a une différence. Oui, approuva le professeur Vexar. Et cette différence est ce qui sépare un être civilisé d'un simple prédateur. Jake, ce que vous avez démontré aujourd'hui n'était pas seulement une capacité de combat supérieure, mais un jugement, une compassion et un leadership supérieur. Le traducteur d'Alex tournait à plein régime alors qu'il cliquait rapidement. Est-ce pour cela que les humains sont recherchés comme diplomates et artisans de la paix? Parce que vous pouvez être dangereux quand c'est nécessaire, mais choisissez de ne pas l'être? Jake hocha la tête. C'est probablement une partie de l'explication. La galaxie regorge d'espèces complètement pacifiques et de nombreuses autres naturellement agressives, mais les humains peuvent être l'un ou l'autre selon ce que la situation exige. Cette flexibilité nous rend utiles dans les situations complexes. Les portes d'urgence s'ouvrirent enfin avec un léger sifflement, et Jake entendit les équipes de sécurité courir dans le couloir en direction de leur salle de classe. Mais la crise était terminée, et tout le monde était en sécurité. Alors que le personnel médical commençait à soigner les blessures de Jake, et que des spécialistes du comportement commençaient à travailler avec l'agresseur, le professeur Vexar appela l'attention de la classe. « Étudiants, la leçon d'aujourd'hui a été plus instructive que je n'aurais pu l'imaginer. Vous avez vu non seulement le comportement de prédateurs, mais aussi le phénomène encore plus rare d'un prédateur choisissant d'être un protecteur. Voici votre devoir pour le prochain cours. Recherchez le concept de prédation bienveillante et comment il pourrait s'appliquer à la coopération interespèces. » Jake sourit alors que l'équipe médicale finissait de bander son bras. Il semblait que le cours de xénobiologie allait être plus intéressant qu'il ne l'avait prévu. 3 jours après l'incident en xénobiologie 101, Jake entra dans la cafétéria de l'université, s'attendant à la réaction habituelle. Silence, regard nerveux, et un large cercle de tables vides autour de l'endroit où il choisirait de s'asseoir. Au lieu de cela, il trouva Rose l'attendant à une grande table près des fenêtres,
ses pétales lumineux captant la lumière du soleil matinal provenant des lunes jumelles de Kepler Prime. « Jake !» l'appela-t-elle, sa voix musicale portant aisément à travers la cafétéria animée. « Ici !» Jake se fraya un chemin à travers la salle bondée, notant avec surprise que les autres étudiants ne l'évitèrent pas. En fait, plusieurs hochèrent la tête ou firent ce qu'il apprenait être des gestes respectueux dans leurs diverses cultures. Un groupe de membres d'un collectif aquatique dans leur réservoir d'eau mobile créa même un petit spectacle lumineux à son passage, leur version d'applaudissements. Lorsque Jake atteignit la table, il découvrit qu'il n'y avait pas que Rose qui l'attendait. Alex était là, ses yeux composés reflétant la lumière du soleil en motif d'arc-en-ciel. Prism était assis à proximité, rayonnant de couleurs douces et chaudes. Même Tide avait apporté un bassin portable pour pouvoir les rejoindre pour le déjeuner. « C'est inattendu, » dit Jake, déposant son plateau de nourriture. « Je pensais que tout le monde serait encore en train de digérer ce qui s'est passé en classe. »« Nous sommes en train de le digérer, » dit Alex, son traducteur convertissant ses clics en un parfait standard galactique. « C'est exactement pourquoi nous voulions vous parler. » Rose tendit une de ses branches fleuries vers le bras bandé de Jake. « Comment se soignent vos blessures ?»« Assez bien, » répondit Jake, fléchissant son bras pour montrer que l'amplitude de mouvement revenait. « La guérison humaine est assez efficace. Celle-ci devrait être complètement guérie dans une semaine environ. »« Remarquable, » dit Prism. Les lumières internes de l'étudiant cristallin pulsant avec ce que Jake apprenait étaient de la fascination. Sur mon monde, des blessures comme celle-là nécessiteraient des mois de thérapie minérale pour être réparées. Tid émit un gargouillement que le traducteur rendit par « J'ai fait des recherches sur la biologie humaine depuis notre cours. Les capacités de récupération de votre espèce sont presque aussi impressionnantes que vos capacités de combat. » Jake prit une bouchée de son déjeuner, un sandwich assez proche de la nourriture terrestre pour être familier, même si la viande provenait d'un animal dont il n'avait jamais entendu parler. « Alors, de quoi vouliez-vous parler ?» Les pétales de rose passèrent à des couleurs plus profondes et plus sérieuses. « Nous voulions comprendre quelque chose. Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour nous? Nous ne sommes pas de votre espèce, pas de votre famille, à peine même vos amis à ce moment-là. Selon toute logique biologique, vous auriez dû assurer votre propre survie en premier. » Jake réfléchit à la question en mangeant. C'était quelque chose qu'il se posait lui-même depuis quelques jours, essayant de comprendre ses propres motivations. « Je suppose que cela se résume à la façon dont les humains définissent la famille, » dit-il finalement. « Expliquez, » demanda Alex, se penchant avec intérêt. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous avons vécu en petits groupes, des tribus d'environ 50 à 100 personnes. Tout le monde dans la tribu était de la famille, soit par le sang, soit par choix. Si la tribu était menacée, tout le monde se battait pour protéger tout le monde parce que la survie du groupe signifiait la survie de l'individu. Jake fit un geste autour de la cafétéria où des dizaines d'espèces différentes partageaient des repas et des conversations alors que les humains s'étendaient sur la Terre, puis dans l'espace. Nous avons continué à élargir notre définition de la tribu. D'abord, c'était notre village, puis notre nation, puis notre espèce entière. Certains humains considèrent maintenant toute vie intelligente comme faisant partie de la même grande tribu. Les lumières de prisme passèrent à des couleurs plus chaudes. Donc, quand vous nous avez vus en danger, vos instincts tribaux nous ont classés comme une famille digne d'être protégée. Quelque chose comme ça, admit Jake. De plus, je ne pouvais pas rester là et regarder quelqu'un se faire blesser, alors que je pouvais l'empêcher. Cela aurait été de la lâcheté. Et la lâcheté est considérée comme l'un des pires défauts de caractère dans la société humaine. Mais vous auriez pu être tué, souligna Tid. Comment la survie est-elle considérée comme de la lâcheté? Jake posa son sandwich et regarda chacun de ses camarades de table. Parce qu'il y a des choses pires que la mort. Vivre avec la connaissance que vous auriez pu sauver quelqu'un mais que vous avez choisi de ne pas le faire serait pire que de mourir en essayant de le sauver. La table fut silencieuse un instant pendant que les étudiants extraterrestres assimilaient ce concept. Finalement, Rose prit la parole.
Cela explique beaucoup de choses sur le comportement humain qui ont intrigué la communauté galactique. Votre réputation d'accepter des missions à haut risque, de vous porter volontaire pour des opérations périlleuses, d'intervenir dans des conflits qui ne vous concernent pas directement. Nous ne sommes pas tous des héros, dit Jake en riant. Beaucoup d'humains sont égoïstes, ou lâches, ou indifférents aux autres. Mais oui, en tant qu'espèce, nous pensons généralement que si l'on peut aider, on le doit. Le traducteur d'Alex tournait à plein régime tandis qu'il cliquait rapidement. C'est pourquoi les humains sont si efficaces comme gardiens de la paix et médiateurs. Vous êtes prêts à vous mettre en danger pour protéger autrui, même des inconnus. Eh bien, c'est une partie de l'explication, acquiesça Jake. L'autre partie, c'est que nous comprenons les deux côtés du conflit. Nous savons ce que c'est d'être le prédateur et ce que c'est d'être la proie. Nous pouvons donc empathiser avec les espèces agressives comme avec celles qui se défendent. Pendant l'heure qui suivit, la conversation aborda des sujets que Jake n'aurait jamais imaginé discuter avec des camarades de classe extraterrestres. Ils parlèrent de l'histoire humaine, du concept d'héroïsme à travers différentes cultures et des fondements biologiques du comportement altruiste. « Il y a autre chose que nous voulions te dire », commença Rose, alors que la pause déjeuner touchait à sa fin. Depuis l'incident en classe, plusieurs d'entre nous ont reçu des communications de leur gouvernement d'origine. Jake haussa un sourcil. Quel genre de communication ? Des demandes d'informations supplémentaires sur les capacités et la psychologie humaine, expliqua Prism. Il semblerait que la nouvelle de ce qui s'est passé se soit répandue au-delà de notre salle de classe. Alex acquiesça. Le conseil de ma colonie veut savoir si tous les humains sont capables de ce que tu as démontré, et si ton espèce serait disposée à former d'autres aux mêmes techniques. C'est intéressant, dit Jake, quoiqu'il commençait à sentir que cette conversation recelait plus. Que ne me dites-vous pas ? La couleur de Tide vira à ce que Jake avait appris à identifier comme de l'embarras. Il y a également eu des demandes concernant l'établissement d'accords de défense formels avec la Terre. Plusieurs mondes pacifiques sollicitent des conseillers militaires humains ou des services de protection. Jake faillit s'étouffer avec sa boisson. Ils veulent embaucher des humains comme gardes du corps. Plutôt comme des gardiens, corrigea Rose. Les espèces qui ont évolué sur des mondes pacifiques manquent souvent de la capacité à se défendre contre des cultures plus agressives. Ta démonstration a prouvé que les humains peuvent être à la fois suffisamment puissants pour dissuader les menaces et assez sages pour utiliser ce pouvoir de manière responsable. Le Conseil galactique débat de cela depuis des décennies, ajouta Alex. Comment assurer la protection des espèces pacifiques sans créer un système de caste militaire ? Les humains pourraient être la solution qu'ils cherchaient. Jake se cala dans sa chaise, tentant de digérer ces informations. Donc, parce que je me suis battu avec un lézard géant en cours de biologie, la galaxie veut transformer les humains en défenseurs professionnels. C'est plus que ça, précisa Prism. Sérieusement, tu as montré de la pitié envers un ennemi vaincu. Tu as protégé des êtres plus faibles que toi à tes dépens. Tu as gardé ton calme sous la pression et pris des décisions éthiques, même dans une situation de danger mortel. Ces qualités sont rares dans la galaxie. De plus, ajouta Tide avec ce qui ressemblait à de l'humour. Tu as fait en sorte que cela paraisse simple. Jake rit. Croyez-moi, ce n'était pas simple. J'étais terrifié tout le temps. Mais tu as fonctionné malgré la peur, fit remarquer Rose. C'est ce qui a impressionné tout le monde. Non seulement tes capacités physiques, mais aussi ta résilience mentale. La sonnerie du déjeuner retentit, marquant la fin du repas. Tandis que les étudiants commençaient à ranger leurs tables et à se diriger vers les cours de l'après-midi, les nouveaux amis de Jake rassemblèrent leurs affaires. « Jake, » dit Rose alors qu'il s'apprêtait à partir. « Il y a autre chose. Le professeur Vexart t'a recommandé pour un placement avancé dans plusieurs cours, y compris la diplomatie interespèces et la résolution de conflits. Le professeur m'a aussi demandé de te donner ceci, ajouta Alex, tendant à Jake un petit appareil de communication. Tu as été invité à prendre la parole lors de la prochaine réunion du Sénat de la faculté sur les perspectives humaines en matière de coopération interespèces. Jake regarda l'appareil, puis ses amis. Il y a une semaine, tout le monde avait peur que je les mange. Maintenant,
Ils veulent que je donne des conférences sur la coopération. La peur et le respect sont souvent confondus, observa Prism. Une fois que les gens ont compris que tes qualités dangereuses étaient équilibrées par la sagesse et la compassion, la peur s'est transformée en quelque chose de bien plus précieux. Alors qu'ils marchaient ensemble vers leur cours de l'après-midi, Jake réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce premier jour en xénobiologie, Saint-Pons. Il n'était plus l'humain effrayant que les autres étudiants évitaient. Au lieu de cela, il était devenu quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Un pont entre les espèces pacifiques et les dures réalités d'une galaxie parfois dangereuse. Une dernière question, dit Jake en arrivant à l'intersection où leurs chemins allaient se séparer. Qu'est-il arrivé au tracker? Va-t-il bien? Les pétales de rose s'illuminèrent de ce que Jake reconnaissait à présent comme sa version d'un sourire. Il se remet bien. Le professeur Vexar dit qu'il est remarquablement calme et coopératif depuis l'incident. Les spécialistes du comportement pensent que ton interaction avec lui a en fait amélioré sa santé psychologique. Il sait qu'il a rencontré quelque chose de digne de respect, ajouta Alex. Et cette connaissance semble lui avoir donné une paix qu'il n'avait pas auparavant. Alors que Jake se dirigeait vers son prochain cours, il réalisa que l'incident dans la salle de biologie avait changé plus que la perception que ses camarades avaient de lui. Cela avait changé la manière dont il se voyait lui-même et sa place dans la plus vaste communauté galactique. Il n'était encore qu'un simple étudiant de la Terre,